En France, tous les regards sont tournés donc vers l'Assemblée nationale où les députés examinent une version allégée de la taxe Zuckman présentée par le Parti socialiste, alors que ces derniers jours ont déjà été approuvées plusieurs taxes sur les grandes entreprises ou les géants des technologies. Je vous propose d'écouter le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui s'attend malgré tout à une possible déconvenue. On ne peut pas demander aux classes populaires de payer l'impôt que les milliardaires ne veulent pas payer. Et donc, ce que je dis, c'est que je ne sais pas si le véhicule, ce sera la taxe Zuckman. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas accepter le fait qu'il y ait aujourd'hui des gens qui continuent à payer moins d'impôts que tous les Français et qui continuent à se plaindre. Ce matin, Philippe Véran, qui était à votre micro et qui vient expliquer... Chef d'entreprise. Oui, 251e fortune française, 600 millions de patrimoine, et qui explique « je ne peux pas payer et donc je m'expatrierai si on me demande quoi que ce soit ». C'est un impôt plancher. On dit qu'on ne peut pas payer moins de 2% de ce qui est son patrimoine. Johan Baudin, vous vous trouvez à l'Assemblée nationale où vous suivez tous ces débats essentiels aujourd'hui. Alors avant de parler de la taxe Zuckman, le gouvernement a mis à l'ordre du jour l'article 3 de la loi de programmation budgétaire. De quoi s'agit-il ? Bien écoutez, c'est effectivement une journée à l'agenda bien chargé à l'Assemblée, alors qu'en commission est sur la table la suspension de la réforme des retraites. Et bien dans l'hémicycle est arrivé Sébastien Lecornu, le gouvernement qui soumet en priorité l'examen de l'article 3 de son projet de loi de finances 2026 qui instaure une taxe sur les holdings avec une soixantaine d'amendements qui sont en ce moment à l'étude. Le gouvernement Lecornu 2 propose donc une taxe à hauteur de 2% sur les holdings. Les holdings, un système protégeant le patrimoine des plus fortunés. Un dispositif dont les nombreuses exemptions au fil des pages pourraient le rendre inopérant selon l'opposition qui dénonce une coquille vide car sont notamment exclus les biens professionnels comme les actions, les titres, les participations ou d'autres sources de rente comme l'immobilier. Pas assez pour l'opposition qui soumet son amendement, la taxe Zuckman ou sa version allégée. Une version allégée mais qui reste très critiquée, Johan. Oui, le Parti socialiste estime que la taxe Zuckman est le meilleur rendement fiscal dans sa version initiale, un impôt d'un minimum de 2% sur les contribuables possédant plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ce qui concernerait 1800 personnes en France et permettrait de rapporter près de 20 milliards d'euros de recettes selon ses défenseurs. Les socialistes qui, ces derniers jours, en ont proposé une alternative, une version allégée, un impôt minimum de 3% sur les patrimoines à partir de 10 millions d'euros, mais en excluant les start-up et les entreprises familiales, de quoi rapporter selon eux 5 à 7 milliards d'euros au fisc, mais pas de fétichisme là-dessus. Sur cette taxe, selon Jérôme Guedj, porte-parole des socialistes à l'Assemblée, qu'elle soit allégée ou non, ou même pas de taxe Zuckman du tout, les socialistes qui pensent qu'une troisième voie est toujours possible, mais au gouvernement donc de proposer une contrepartie, des alternatives sur l'imposition par exemple des plus riches, un compromis qui ne soit pas une compromission, a averti Éric Coquerel de la France Insoumise qui s'attend à un rejet de la taxe Zuckman, mais à une proposition du chef du gouvernement d'une taxe d'un petit 0,5% pour les plus aisés et qui exclut les biens professionnels. Alors, bref, va-t-on vers un retour d'un impôt sur la fortune, mais qui ne sera pas l'ISF et qui inclurait pourquoi pas l'héritage, mais exclurait les biens professionnels sans savoir qui serait concerné, combien cela pourrait rapporter. Les contours d'une proposition commencent ici à se dessiner à l'Assemblée. Reste à savoir si cela suffirait à convaincre ceux qui veulent mettre à contribution les plus fortunés et les grands groupes sans froisser le socle commun. Il y a 2 jours, 2 amendements déposés par LFI ont ainsi été adoptés par les députés, l'un sur les bénéfices des multinationales, l'autre sur l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les superdividendes, 2 propositions qui ont soulevé l'indignation du centre et de la droite et qui ont promis de s'y opposer. Je vous remercie beaucoup, Johan. Nous allons prolonger notre réflexion avec notre invité, Olivier Guillotot. Vous êtes enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques à l'INSEC Grande École. Merci beaucoup à nous apporter votre éclairage aujourd'hui. On vient d'entendre donc notre envoyé spécial au cœur de l'Assemblée nationale. Mais pour vous, quel est l'enjeu exactement de ce vote aujourd'hui ? Il y a beaucoup de dimensions en fait derrière ce vote. Il y a d'abord une dimension forcément politique qui est liée à la survie du gouvernement, mais aussi notamment au Parti socialiste et au fait qui n'ont pas voté la censure et donc qui est sous pression par rapport notamment à LFI, aux écologistes, qui estiment qu'ils sont fait un peu dans un sens roulés dans la farine.
Il y a une dimension aussi idéologique dans le sens, parce qu'on se retrouve dans une lutte un peu gauche-droite, où on retrouve ces vieux équilibres. Ça rappelle un peu, je me souviens de François Hollande quand il était candidat, qui avait dit « mon ennemi c'est la finance ». On se retrouve un peu dans cette espèce d'opposition, qui est aussi une opposition un peu symbolique, entre les riches et les pauvres. Il y a quelque chose d'assez sociétal aussi, autour notamment de la place des entrepreneurs et de la place de l'économie dans la société, avec, c'est vrai, quelque chose qui avait été très mis en avant par Macron, notamment l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, quelque part, ce qui est en train de se tramer, ça pourrait être un retour sur la philosophie macroniste du début, et puis quelque chose d'assez économique aussi sur cette espèce de décalage aujourd'hui qui est très fort entre les revenus liés au capital et les revenus liés au travail, c'est-à-dire l'écart a vraiment augmenté ces dernières années, et c'est quelque chose que la taxe Zuckman, dans un sens, vise quelque part à rétablir. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle cette taxe est devenue absolument omniprésente dans ce débat budgétaire. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle une mesure totem. C'est un peu l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui est extrêmement symbolique. Et derrière lesquels chaque parti finalement s'arc-boute, soit pour être contre, soit pour être en faveur, et qui a l'air d'être quelque chose qui va faire tout basculer. Néanmoins, ce qu'on sait déjà, et même Olivier Faure le disait, c'est que finalement la taxe Zuckman, telle qu'elle est au départ, elle ne sera sans doute pas acceptée. Donc on aura forcément quelque chose qui sera plus light, qui sera plus édulcoré, mais néanmoins il y aura quand même cette idée qu'effectivement l'effort est partagé ou pas par les classes riches par rapport aux classes populaires, et c'était un peu ce qu'a dit Boris Vallaud ce matin à l'Assemblée nationale, et qui a mis en avant l'idée que effectivement c'était pas aux boulangers de payer, mais c'était à ceux qui avaient le plus de revenus. Oui, mais quand on parle de ça, on met l'accent sur les recettes. Et du coup, c'est un débat, le débat de cette taxe Zuckman, qui occulte complètement le cœur du sujet. On dépense trop en France. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on se focalise sur une idée simple des recettes et on ne regarde pas le système dans sa totalité. Et finalement, comme vous le dites, le débat est complètement occulté par cette question, comme il l'a été avant par la réforme des retraites, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et derrière, pourquoi on a un peu cette focalisation aussi? Parce que derrière, finalement, il y a des positionnements politiques qui sont assez forts, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, le PS, par exemple, l'idée, c'est de mettre en avant l'idée qu'ils ont eu raison de pas censurer le gouvernement. Et finalement, ils sont dans cette lutte par rapport à LFI et par rapport aux écologistes. Derrière, vous avez un peu le gouvernement qui essaye de rester en vie. Et on a effectivement de la négociation et du compromis dans tous les sens. Même, par exemple, sur le patronat, qui est contre ce type de mesures, ils sont par contre pour la stabilité. Donc je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent que le gouvernement soit renversé sur des questions comme celle-là. Et c'est pour ça qu'effectivement cette mesure est aussi symbolique et prend autant de place. On sait que la dette a commencé à filer à partir de 80, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. On comprend que peut-être que les responsables de cette situation ne veulent pas questionner leur part de responsabilité, mais c'est un sujet qui doit être abordé par tous les partis politiques en principe. Or, vous le dites, ce n'est qu'une histoire de petites compromissions auxquelles on assiste depuis des semaines maintenant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que finalement, la vraie question qui est la question du modèle économique, du modèle social, de notre déficit et de la façon dont on peut finalement trouver une sorte d'équilibre, elle n'est pas abordée. Et de ce point de vue-là, vous avez parlé de 80, on a aussi eu la bascule liée au Covid et où on a effectivement ouvert les vannes. Et à partir de là, finalement, on s'est habitué à cette idée, finalement, de payer à chaque fois qu'il y avait une sorte de problème, et pas forcément de se demander si on avait les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette espèce de situation où, quelque part, on est un peu au pied du mur, et on voit bien les agences de notation
nous montre du doigt. On voit bien que quelque part, notre situation, la situation de la France en tant que pays, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'international, économiquement, est compliquée. Et l'instabilité politique n'aide pas. Et donc là-dessus, la dissolution a aussi augmenté un peu cette problématique-là. Résultat, on n'est pas dans une situation où les débats peuvent se faire de manière saine et de manière équilibrée. Et assez logiquement, on se focalise effectivement sur des espèces de points de symbole qui vont focaliser entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui gagnent, ceux qui perdent, avec en plus une difficulté un peu historique de trouver des compromis en politique française, hein, c'est-à-dire que ça a toujours été le cas. La Ve République a aussi augmenté cette idée. Soit on gagne, soit on perd. Et puis quand on gagne, on applique son programme. Quand on perd, on attend de gagner la prochaine fois pour l'appliquer. Mais l'idée finalement de trouver un compromis, de négocier, on a du mal avec ça parce que finalement, dès qu'on fait un compromis, on part du principe que, ou tout au moins on est montré du doigt comme si on avait perdu. Et résultat, les gens se bloquent et on se retrouve dans des situations assez rigides finalement. Ce débat sur la justice fiscale, c'est une spécificité française, on le retrouve à l'étranger? Il y a toujours des questions de justice fiscale. Après, chaque pays a un peu ses mécanismes et on va dire des habitudes un peu culturelles pour redistribuer, pour prendre des actions publiques. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup sur la dimension fiscale. C'est quelque chose qu'on utilise énormément. C'est-à-dire qu'on joue avec le niveau des taxes pour inciter les gens à avoir des comportements qui vont aller dans un sens, qui vont aller dans un autre. Et ça, c'est assez spécifique à la France, même si c'est pas un outil que les autres n'utilisent pas. Mais comme je vous dis, en fonction des habitudes culturelles de chaque pays va avoir tendance à utiliser tel ou tel outil de manière plus forte. On a vu Gabriel Zucman donc, très présent dans les médias ou dans certains médias en tous les cas pour défendre effectivement sa vision de l'économie pour la France. Même si cette taxe Zucman édulcorée ne passe pas aujourd'hui, ça va structurer, sa pensée va structurer les prochains combats politiques à venir. Alors, c'est quelque chose qui va rester. Hein. Je pense que incontestablement, le nom taxe Zucman est quelque chose qui va rester. Et ça, c'est, je pense, indéniable. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive de la taxe Zucman, il y a toujours cette problématique d'équilibre effectivement entre riches et pauvres et de ce fossé qui s'est creusé en France. Et on parlait tout à l'heure des revenus du capital et des revenus du travail. Et c'est surtout à travers ça que la question qu'aborde la taxe Zucman, elle va continuer de vivre. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis vraiment pas mal d'années, cet écart entre les revenus du capital et les revenus du travail, il augmente. Et donc les gens ont la sensation que le simple fait de travailler ne vaut pas autant la peine que si je pouvais placer mon argent. Et donc si j'en ai, je peux le placer, et donc je deviens de plus en plus riche. Et ça, c'est vraiment une question qui va pas s'arrêter avec la fin des débats sur la taxe Zucman. Olivier Guilletteau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir permis de mieux comprendre quel était l'essentiel de ce qui se déroule en ce moment à l'Assemblée nationale, des débats que nous allons continuer de suivre tout au long de cette journée.